Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Je n'aurais jamais cru un jour faire une vidéo sur le retour de Hunter x Hunter parce que bien sûr, moi je croyais que c'était fini, que Togashi n'allait pas revenir sur son œuvre. J'avais un petit peu abandonné tout espoir d'avoir la suite sur toutes les intrigues que je suis depuis ma lecture de ce manga et l'avenir m'a donné tort puisqu'il y a quelques jours, on a eu les premières publications de Yoshiro Togashi sur Twitter. En plus, ça a été liké par Murata, donc ils ont une relation assez particulière en fait, Togashi et Murata. J'ai acheté un bouquin un petit peu qui a été édité par Murata sur la manière de faire un manga, et dessus il y a plusieurs chapitres qui expliquent un petit peu sa relation avec Togashi. Ils sont très proches et Togashi lui donne plusieurs conseils, notamment sur la narration, sur les dialogues. Togashi est très fort en dialogue, en fait il a une technique où, de dialogue à 3 personnes, où en fait tu as 2 personnes extrêmes qui débattent sur un sujet. Généralement c'est la troisième qui vient et qui casse un petit peu les arguments extrêmes pour démontrer la voie à suivre, la route, le choix en tout cas de l'auteur. Il le fait souvent avec Kurapika, Leolio et Gon, ou encore avec les membres de la brigade ou d'autres groupes comme ça. C'est quelque chose, c'est des petites techniques qu'il a de narration qui sont pas trop mal. Il est aussi très fort dans l'expression des visages. Murata explique qu'il s'est beaucoup inspiré de Togashi à ce niveau-là, qu'il lui a demandé des conseils, etc. Donc c'est deux mangaka qui sont assez proches et qui ont une relation sensei-élève. Et c'est pour ça que dès que j'ai vu que Murata avait ce tweet, qui aurait pu potentiellement être Togashi, je me suis dit, ça c'est un super gros indice que potentiellement ça soit lui. Bien sûr, ensuite, ça a été validé par la Shueisha, et ça c'est énorme en fait, que la Shueisha n'ait même pas été prévenue que Togashi ait monté un compte Twitter, et que en fait ils sont juste obligés de dire, bah oui, effectivement, nous confirmons que c'est lui, enfin nous ne savons pas et nous confirmons que c'est lui. Ça montre un petit peu la puissance de Togashi et le pouvoir qu'il a pris face à son éditeur. Et là encore, je pense que c'est peut-être Murata qui a influencé Togashi, parce que Murata dessine One Punch Man de manière complètement autonome. Il n'est pas obligé de rendre des chapitres à des dates données, avec des pages données. Alors Murata il te dessine des fois 10 pages, des fois des chapitres de 50 pages. Son unique contrainte, c'est de se faire plaisir lui-même et de se rendre un manga de qualité. Et ça, en ce sens, il a peut-être aussi un petit peu influencé Togashi qui est lui un petit peu lié à la Shueisha. Alors forcément, la Shueisha lui laisse l'opportunité de faire des séries de 10 chapitres un petit peu comme il veut, mais il est quand même lié à une maison d'édition, et je pense que comme en termes de recherche de liberté, Togashi doit être un petit peu inspiré par cette nouvelle génération, et notamment par Murata. Donc il y a une super alchimie entre cet ancien Togashi qui promulgue des conseils au niveau qualité, au niveau manga, au niveau narration, au niveau expression, et Murata qui influence lui Togashi un petit peu peut-être sur les nouvelles technologies, sur Twitter, ou sur cette nouvelle manière de dessiner, c'est-à-dire d'être libre, de poster des images quand on a envie, de spoil un petit peu comme on a envie, etc. Donc c'est cool qu'il y ait cette relation un petit peu ancienne génération, nouvelle génération. Et puis pour nous, ça nous donne un petit peu le top départ du retour de Togashi. De ce que j'ai compris, apparemment, il aurait fait 6 chapitres et il en faut 10 pour une sortie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Hunter x Hunter, quand ça revient dans le Weekly Shonen Jump, ça revient pour 10 chapitres. Ensuite, ça repart en pause. Alors des fois, c'est 10 chapitres, des fois, on a déjà eu 20 chapitres. Une fois, je crois qu'on a même eu 30 chapitres d'affilée, mais généralement, c'est espacé par des pauses. Donc, il doit finir la livraison des 10 chapitres pour qu'on ait la suite. Je crois avoir compris qu'il est au 6e chapitre et qu'il n'en reste plus que 4, ou alors qu'il en a dessiné 4 et qu'il en reste que 6. Ça a aussi été validé par un de ses assistants, où effectivement Togashi est en train de reprendre le dessin, et il finit un petit peu ces 10 chapitres pour pouvoir un petit peu promulguer la suite d'Hunter x Hunter. Les gars, ceux qui connaissent les scans, vous connaissez bien sûr. Sur cette chaîne, je traiterai du retour d'Hunter x Hunter, je traiterai des spoils, parce qu'on a également des spoils d'Hunter x Hunter, c'est pas uniquement dans One Piece, t'as des spoils dès le mardi qui te disent un peu ce qui va se passer dans le chapitre, donc je traiterai cette information-là, sans spoiler, bien sûr, ni sur la miniature, ni dans les images. Tu connais la famille, on est respectueux, mais voilà, c'est un plaisir que je vais avoir de vous faire des reviews qui sont très très longues, Je pense que les reviews vont faire 45 minutes, voire 1 heure. Il y a tellement de choses à raconter dans un chapitre d'Hunter x Hunter, c'est fou. Puis en plus, je vous remémorerai un petit peu tous les enjeux d'Hunter x Hunter, donc je suis hyper hype par ces pages. On va les décorter un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que je pense, les premiers spoilers, les premières images, parce qu'on a un arbre ici, on a une foule qui parle, on a ce que j'ai pris pour des vagues ou pas, on ne sait pas, mais on va revenir là-dessus. Mais avant ça, je voudrais mettre quand même un petit warning, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une énorme hype autour d'Hunter x Hunter. Tout le monde en parle, tous les gros youtubeurs en ont parlé. Je parle pas seulement de Hunter 404, de Magic Kirua ou encore d'Aminataros. Eux, c'est normal, ils font que du contenu Hunter x Hunter. C'est beaucoup plus large que ça, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, beaucoup de médias qui en ont parlé. C'est un événement
le retour d'Hunter x Hunter. C'est très connu que Yoshihiro Togashi prend des pauses interminables, et là c'était la pause la plus longue jamais vue depuis le début du manga. C'était le hiatus de plus de 4 ans, je crois, de hiatus, donc c'était énorme. Hein. Moi, quand j'ai fini de lire Hunter x Hunter, les derniers chapitres, j'avais encore des veuches, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est juste pour te dire à quel point, peut-être que la fin de l'arc présent, je le lirai peut-être avec mon fils, hein, juste pour te dire à quel point ceci peut être long. Mais cette grosse hype, si tu analyses le fond, il y a quand même un problème. Il y a quand même un décalage, et je vais vous le dire aujourd'hui parce que Hunter x Hunter est un manga assez particulier, et Hunter x Hunter rassemble de par son nom, mais pas de par son histoire. Comme dans tous les mangas, Hunter x Hunter, il y a une version papier et une version animée. Voilà, la version papier est ce qu'elle est, et la version animée, généralement, ramène beaucoup plus d'audience, que ce soit au Japon, que ce soit en termes de vente de manga papier, que ce soit en termes de hype. Et au-dessus, il y a Netflix. Quand un manga arrive sur Netflix, il devient encore plus populaire de manière internationale, etc. Donc on va dire qu'il y a 3 niveaux de hype. Le manga papier, déjà c'est déjà pas mal. Si le Weekly Shonen Jump le publie en papier, c'est que généralement c'est une bonne histoire et qu'il y a pas mal de monde autour. Ensuite, il y a la version animée qui arrive, et là ça ramène beaucoup plus de monde parce que c'est beaucoup plus accessible. Une version animée, t'as pas besoin de lire, tu regardes, tout se passe, il y a des OST magnifiques, il y a des scènes magnifiques, etc. Puis ensuite, t'as Netflix, voilà, qui reprend un petit peu ça, et puis ça a popularisé Hunter x Hunter, ça a popularisé Naruto, etc. Moi, je suis pas là pour cliver, pour dire que un format est mieux qu'un autre, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais en ce qui concerne Hunter x Hunter, il y a la fin de l'animé qui va finir une première partie de l'œuvre, et il y a la suite en scan qui est très particulière, qui est très inaccessible. Beaucoup de gens, généralement, quand ils finissent l'animé, qui est une suite en manga, ils vont lire les chapitres. Hein. Il y a ça dans One Piece, je traite beaucoup de One Piece. Il y a ça également dans Shingeki no Kyoji. Beaucoup de gens vont lire les chapitres pour savoir la suite, pour avoir les réponses aux intrigues, pour ne pas se faire spoil. Tout bêtement, beaucoup de gens se tournent un petit peu vers le format papier une fois que l'anime est fini, pour avoir la suite de leur aventure, de leur personnage préféré, de voir des boss encore plus puissants, etc. Mais c'est pas le cas pour Hunter x Hunter. Pour Hunter x Hunter, il y a très peu de personnes qui se sont risquées à lire les scans. Et pourquoi? C'est indigeste. La suite d'Hunter x Hunter, et je vais en choquer certains, c'est pas hypant. C'est pas fun, c'est pas cool, il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de pouvoir rocambolesque, il n'y a pas de personnage qui sort du lot. C'est devient un manga d'espionnage, un manga de description, un manga de réflexion. Ça change du tout au tout, et beaucoup de gens, en lisant les chapitres, se sont dit, bah attends, moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire, c'est pas du tout ce qu'on m'a promis. Moi je veux voir Gon, je veux voir Killua, je veux voir de nouveaux pouvoirs, je veux voir Jairo, je veux voir les Chimera Ant, nanana. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des choix qui vont être faits par Yoshihiro Togashi, et c'est vraiment pour défendre cette idée-là que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, et notamment sur Hunter x Hunter. L'auteur va faire des choix radicaux. C'est quelqu'un de très radical. C'est quelqu'un... Il va se débarrasser de son personnage principal, Gon. Il va se débarrasser du style d'Hunter x Hunter. Ce n'est plus un shonen. À partir des scans, c'est plus du tout un shonen. Tu n'as plus de héros. Tu n'as plus de puissance évocatrice. Tu n'as plus... C'est pas un shonen parce que les héros deviennent de plus en plus forts. J'en ai pour preuve, tu n'as plus de combat. Là où j'en suis dans Hunter x Hunter, il n'y a plus de combat. Et secondo, les armes à feu sont redevenues quelque chose de puissant. Au début d'Hunter x Hunter, si tu as une arme à feu que tu tires sur un utilisateur de Nen, il va rien faire. Il va activer son Nen, les balles vont s'arrêter, fin de l'histoire. Là, dans la suite des scans d'Hunter x Hunter, Kurapika menace avec un pistolet, et c'est une réelle menace en fait. Le niveau du Nen a été rééquilibré, et aujourd'hui le Nen sert à faire des assassinats ou à prendre des informations. Tu n'as plus du tout des combats où vas-y, je sors mon pouvoir, moi c'est une épée, toi tu sors ton pouvoir, c'est un sabre laser, on se met dessus, ah tu es plus puissant Nen, t'as réfléchi avant, je suis mort. C'est plus du tout ça en fait. On est sur un bateau avec des personnes qui ont l'interdiction de se tuer. Ils respectent cette interdiction-là, et ils vont essayer donc de faire des assassinats sans se faire attraper. Tu n'as plus Gon, tu n'as plus Killua. Même Kurapika, vers la fin des scans, tu n'entends plus parler de lui. Tu vois plus Pariston, tu vois plus Léolio, tu ne vois plus Jin. Tous ces personnages-là auxquels tu es attaché, tu ne les vois plus. Même les princes de Kakin, tu les vois plus. Là où on en est aujourd'hui, mis à part peut-être Serenich dans les derniers scans, où tu as quelques scans sur lui, tu es sur certains gardes en particulier, notamment de la deuxième reine, notamment de Haruken Burugu, tu es
sur des personnages tiers. Il y a plus d'une cinquantaine de personnages. C'est un manga choral. C'est plus qu'un manga choral, c'est un manga opéra, mon pote. Il y a plus de personnages et de scènes que dans Onigashima. Un des défauts d'Onigashima, et beaucoup l'ont dit, c'est oui, sur Onigashima, il y a beaucoup trop de monde. Moi, je suis du père. Quand je retourne sur ce personnage, je ne sais plus ce qui s'est passé. Hunter x Hunter, c'est que ça. T'as que des pavés. Parce que comme c'est des assassinats, ta manière de réfléchir et ta manière de comment est-ce que tu vas effectuer ton meurtre est beaucoup plus intéressant que le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est une case. Ouais. Un étouffement, une bête de naine qui en bouffe une autre, un meurtre, etc. Et t'en as très peu en plus, des meurtres. Et donc, ce qui est intéressant et ce que développe Togashi, c'est la manière dont les personnages vont réfléchir pour arriver à leurs objectifs et notamment pour rester vivants. Parce qu'effectivement, dans ce bateau aussi, il y en a beaucoup qui veulent se barrer, qui veulent être vivants. Donc, c'est très, très inaccessible, c'est brouillon. Je te dis que même, en fait, tu lis une fois, il y a 5-6 tomes à peu près, tu le lis une fois, tu vas rien comprendre. Tu lis 2 fois, tu vas rien comprendre. Il m'a fallu presque 5 ans de lecture, faire des vidéos, prendre des notes pour un petit peu démêler l'intégralité des 50 intrigues des princes de Kakin, des gardes, des sous-gardes. Ils ont chacun une dizaine de gardes qui a des problèmes. Il y en a qui croient au naine. Des fois, il y a un chapitre sur un mec, il croit pas au naine, en fait. Il ne croit pas du tout au naine. Il est là, il dit non, moi, je ne crois pas au naine. Et de toute façon, comme je ne peux pas le voir, bah, ça sert à rien de le croire, etc. Tu as même des chapitres sur ça. Et donc, c'est très inaccessible. Mais il y a 2-3 trucs sur lesquels les gens se sont rattachés, qui ont été dessinés par l'auteur, et c'est le Dark Continent, la promesse du Dark Continent, et les calamités. Et les gens qui ont uniquement vu l'animé, et qui ont peut-être lu les scans, mais n'ont pas compris ou se sont dit c'est indigeste, se sont raccrochés finalement à ce qui est accessible, à ce qui est à leur portée, à ce qui est facilement théorisable, à ce qui est facilement hypant. Et donc, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de tweets, que ce soit en termes d'échanges, les gens se sont accrochés à ça ad vitam aeternam en occultant tout le reste. Va leur parler des 13 princes de Kakin, ils en ont rien à foutre. Va leur parler un petit peu de la mafia de Kakin, Shu et Sha, ils en ont rien à foutre. Il y a peut-être un petit peu de Sereniche qui sort du lot, c'est peut-être le seul personnage un petit peu shonen. C'est l'antagoniste, mais il est shonen dans sa capacité à évoluer très très vite et avoir des rebondissements. Il n'y a aucun rebondissement dans les 5 derniers tomes de Hunter x Hunter. T'as aucun fin de scan, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas ça. C'est plus un shonen. Je dirais même, c'est plus un seinen, frérot. C'est un roman d'espionnage. Et c'est des choses qui n'ont jamais été faites, et moi je kiffe parce que je sors un peu de ma zone de confort, j'ai des choses que je n'ai pas l'habitude de voir, que je n'ai pas l'habitude de lire, j'ai besoin de relire, j'ai besoin de pas comprendre, moi je suis content d'arriver dans un terrain inconnu et de rien comprendre. Je kiffe, c'est mon kiff, c'est même pour moi l'essence d'Hunter x Hunter, et je me demande pas si Yoshiro Togashi a fait une suite aussi indigeste pour nous tester nous-mêmes et pour voir qui allait arriver jusqu'à la fin. Un petit peu comme dans l'épreuve Hunter, où les Hunters courent, où ils sont triés sur la volée. Il s'est dit, ok, d'accord, maintenant, il y a tout le monde qui connaît Hunter x Hunter grâce à Netflix, je vais faire un arc tellement ouf, où vous allez tellement ne plus avoir de repères, qu'on va voir qui finalement va arriver jusqu'au bout, et va pouvoir profiter un petit peu du dénouement de cette intrigue. C'est une épreuve de Togashi, pour moi c'est une épreuve, et les hiatus c'est la même chose. En tout cas, je l'interprète comme ça. Donc, tous ceux qui sont hype par le retour d'Hunter x Hunter et qui attendent les 5 calamités, et qui attendent le grand-père de Jin, je sais plus comment il s'appelle, parce que Jin aussi aurait un grand daron qui est sur le continent maudit, qui aurait écrit une première partie de bouquin, etc. Ceux qui attendent ça là pour les 10 chapitres, vous allez avoir une clim, une sacrée climatisation. Vous allez retourner à l'âge de glace tellement vous n'allez pas être prêt quand vous allez lire le contenu des chapitres. Parce que tout le monde est hype, parce que vous avez vu l'animé. Ouais, il y a la suite en manga, machin truc, c'est le Dark Continent, c'est trop bien frérot. Les calamités, c'est une page. Le Dark Continent, il en a parlé un tome, on n'entend plus du tout parler. Et moi, de toute façon, et c'est une théorie que j'ai, c'est pour ça que je suis un peu différent peut-être des autres youtubeurs manga qui traitent moins peut-être du Dark Continent. On a Aminateros ou Hunter 404 qui sont des gens qui je parle beaucoup en dehors des vidéos, qui font un travail de qualité, mais on pense différemment, et ça c'est hyper cool d'avoir dans le lore des youtubeurs Hunter x Hunter des gens qui pensent différemment. C'est vraiment quelque chose de positif de pouvoir échanger un petit peu au niveau des idées, qui pensent que on va atteindre le Dark Continent, qu'on va rencontrer les calamités, et que en fait ce qui est important se passe là-bas. Et il y a moi qui pense complètement différemment, et j'échange beaucoup avec Magic Kura, et je pense qu'on est aussi assez proche avec Magic Kura. Je pense qu'on n'arrivera jamais au Dark Continent, et que c'est pas ça l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivera jamais au Dark Continent? Parce que Hunter x Hunter, c'est un manga de personnages. Ce sont des personnages qui ont des objectifs, qui ont des difficultés, qui doivent passer au-delà des problèmes pour pouvoir évoluer. C'est pas un manga d'exploration,
comme peut l'être un petit peu One Piece. One Piece, on explore un petit peu. Dans Hunter, c'est pas du tout le cas. Les personnages ont des objectifs, ont des problématiques. Et quand tu regardes l'intégralité des personnages du Blackwell, soit tous les personnages, sauf Gon, qui de mon côté on ne reverra plus, ils ont leur catharsis ou leur objectif dans le bateau à porter, je m'explique. Kurapika s'est vengé de la Brigade Fantôme, en tout cas à sa manière, et il souhaite récupérer les yeux de ses frères, il manque les yeux et c'est Tserenich qui les a. À la fin du bateau, quand Kurapika aurait récupéré les yeux et qu'il aurait affronté Tserenich, ça sert à quoi qu'il aille au Dark Continent? Quel est l'intérêt pour Kurapika de rencontrer les 5 calamités? Il a les yeux de ses frères et lui-même il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire derrière sa vengeance. Il est perdu, il est face aux yeux de ses frères et dit « Une fois que j'aurai réussi ça, j'ai peur de ce qui va se passer derrière, j'ai peur de mon comportement parce que je ne sais pas du tout ce que je vais devenir. » Tu regardes Gin et Pariston, ils veulent s'affronter. Aucun des deux va au Dark Continent. C'est vrai que Jin a dit qu'il avait de l'intérêt pour le Dark Continent, mais ensuite il a une rencontre avec Pariston et il dit en fait moi je viens là actuellement dans l'expédition, dans l'unique but de Pariston de te mettre des bâtons dans les roues, c'est mon unique kiff. Et Pariston lui répond ça tombe bien, moi c'est la même chose, mon kiff ultime c'est que les gens me détestent, j'ai l'impression que tu veux jouer avec moi, on va jouer ensemble. Ils s'en foutent du Dark Continent, ils s'en tapent les couilles, ils veulent juste s'amuser, c'est le propre du Hunter, être égoïste, s'amuser. Affronter des personnages qui sont puissants. Non pas au niveau de la puissance, mais au niveau mentalement. Ce sont des influenceurs, ce sont des stratèges les deux, et ils veulent juste mettre des bateaux dans les roues les uns aux autres. C'est tout, c'est uniquement ça. Le Zodiac, leur but, c'est de faire en sorte que Beyond Netero n'aille pas dans le Dark Continent. Eux-mêmes ne veulent pas aller dans le Dark Continent, c'est dangereux, ils ne veulent pas aller là-bas. C'est juste le dernier souhait de Netero avant de mourir, c'est stopper mon fils. Le seul qui va aller sur le Dark Continent, c'est Beyond Netero. C'est le seul qui va aller et ça m'étonnerait pas qu'on sache que derrière, ils veulent juste foutre la merde. Et tu prends tous les personnages, c'est comme ça. La Brigade Fantôme, elle est sur le bateau parce qu'elle va aller sur le Dark Continent pour voler des choses. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a Hisoka, les mecs. Hisoka qui a tué 2 des leurs. C'est inadmissible pour eux. Hisoka qui les a trahis, ils veulent se faire Hisoka. Kuroro, il tape une dépression quand il apprend que 2 des membres de son équipe sont mortes. Il a une phase dépressive et il dit « je vais me faire Hisoka ». Hisoka qui est mort face à Kuroro, c'est la même chose. Il s'en bat les couilles du Dark Continent. Il est là pour se faire la Brigade Fantôme. Hirumi est là pour tuer Hisoka. Hisoka est là pour tuer Hirumi. Ils ont fait un pacte de mariage. Ils se sont dit « voilà, nous, à la fin de la traversée, il y a un de nous deux qui meurt ». C'est tout. À quoi ça sert pour Kuroro d'aller rencontrer une calamité ou d'aller sur le Dark Continent? En plus, déjà, quand tu vois, par exemple, les calamités, tu vois un petit peu la gueule qu'ils ont, frérot, mais quel combat tu veux? Le mec, il a une tête de sphère et se tape contre Hisoka. Et c'est pas Jimé no Hippo, c'est Interacceptor. Les gens ont des convictions et c'est parce qu'ils ont des convictions opposées et contraires qui s'affrontent. Et pour moi, dans le Dark Continent, personne n'a un réel objectif pour aller directement là-bas. En fait, tout va se finir sur le Blackwell. Les intrigues de tous les personnages vont se finir ici. C'est ma vision. Je dis pas que j'ai forcément raison, je dis pas que j'ai forcément tort, j'explique et j'essaye d'argumenter quelles sont les causes que j'ai vues dans le manga qui m'ont amené directement à cette conclusion. Maintenant, s'il y en a d'autres qui pensent, comme Magikura, Aminateros, Hunter 454, qui pensent que l'avenir d'Hunter x Hunter, que les choses vraiment intéressantes vont être sur le Dark Continent, ils ont le droit. Ils ont complètement le droit, ils ont peut-être raison et j'ai peut-être tort. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans les 10 chapitres qui vont arriver, et très certainement dans les 10 d'après, et je dis très certainement dans les 5 prochains tomes, tu ne verras pas le Dark Continent. Tu ne verras pas les 5 calamités, tu ne verras pas l'ancêtre de Jin qui aurait écrit un bouquin. Parce que les intrigues sur lesquelles on est en train de travailler, et même si beaucoup de personnes ne souhaitent pas les voir parce que c'est pas accessible, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de textes, c'est les 13 princes de Kakin. Et c'est ceux qui ont lu les scans, je dirais 3, 4, 5, 6 fois. Beaucoup de gens me demandent encore dans les commentaires « Attends, mais j'ai entendu l'histoire du faux Dark Continent. Je suis un des premiers sur YouTube à avoir dit que l'expédition, elle va pas vers le Dark Continent. Elle va vers un faux Dark Continent. » Et après, le Zodiac, s'il y a des vivants, peut-être qu'ils prendront un bateau pour aller sur le Dark Continent pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est même pas sûr. C'est même pas leur mission première. Leur mission première, c'est de faire croire à Beyond Netero, sur la Terre où ils arrivent, que c'est un faux Dark Continent. C'est tout. Que c'est un vrai Dark Continent. C'est tout. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que les gens ne savent pas parce qu'il faut aller les lire, il faut aller les déceler, il faut aller les reconnaître, il faut aller les relire, il faut les comparer et c'est très délicat.
Une des choses ne savent pas, c'est que le roi de Kakin aussi, il a pour but de sacrifier les 200 000 personnes qui sont sur le bateau pour alimenter la jarre. Le Nen a un système un petit peu d'équivalence comme dans Full Metal Alchemist. Tout ce que tu fais, tu dois le payer. Plus ou moins, il y a des conditions à tout. Tu peux pas invoquer une grande énergie comme ça. C'est pour ça que Gorgon s'est transformé. Il l'a payé après par un état de santé désastreux et notamment par la perte de son Nen. Là, c'est un peu la même chose. En gros, il a donné 13 bêtes de Nen qui ont une force incommensurable à 13 de ses fils. Il doit y avoir une contrepartie. Et pour moi, la contrepartie, c'est le sacrifice des 200 000 personnes du bateau sur la jarre. C'est dit dans les scans d'Hunter x Hunter. C'est dit noir sur blanc qui veut tuer les 200 000 personnes qui sont dedans. Le bateau, pour objectif, les gens ne sortiront pas de ce bateau. Et d'ailleurs, on sait que 2 des princes de Kakin ont tenté de sortir du bateau. Ils se sont fait rattraper par des mains, par une force invisible, par une espèce de naine. Ils ne peuvent pas sortir du bateau. Est-ce que c'est uniquement les princes? Est-ce que c'est tous les passagers? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais moi j'ai pour théorie que même pour les passagers, ça va être très compliqué. Il y a énormément d'intrigues dans ce marasme que personne ne veut lire. Le prince Haruken-Burugu a été emprisonné. Pourquoi et par qui? Essayez de répondre dans les commentaires. Quel est l'objectif aujourd'hui de Tserenich? Pourquoi est-ce que Tserenich va très certainement rencontrer Kurapika? C'est qui? Il demande à ses gardes de ramener qui directement dans son bureau de Tserenich? Et pourquoi c'est un truc de ouf? On a vu l'image avec un arbre. Beaucoup se sont dit, oui, c'est le continent maudit, c'est Papou, c'est une calamité, etc. Si tu réfléchis, la seule fois où on a vu des arbres dans le Black Hole, c'était quand? Quand le pote à Pika, le joueur de flûte, a endormi un petit peu tout le monde pour que les 2 sœurs, les princes de Kakin, puissent aller se sauver. C'est la seule fois où on a vu une forêt. Et qu'est-ce que dit Tserenich dans les derniers scans? Il veut absolument parler au joueur de flûte. Je ne me rappelle plus de son nom là. Tu sais, la petite qui était là même dans l'arc Yarshin City, qui fait de la flûte, qui a le chant du diable, la flûte du diable, et qui arrive un petit peu à détendre les gens, et qui arrive avec son ouïe à comprendre un petit peu les sentiments des gens par rapport au son. Et Kurapika a ramené l'intégralité de ses alliés en leur disant pour seul et unique objectif, il faut que je me rapproche le plus proche possible de Tserenich. Donc là, on va très certainement avoir une confrontation entre le joueur de flûte, je ne me rappelle plus de son nom, mais le directement dans les chapitres, et Tserenich, qui est une des choses les plus intéressantes qui puisse arriver. Si tu t'es intéressé à ce genre d'intrigue, si tu t'es pas intéressé à ce genre d'intrigue et que tu attends les 5 calamités, que tu attends le grand-père de Jin ou que tu attends le Dark Continent, frérot, bah on se revoit dans 10 ans. Parce que ça n'arrivera pas. Le prince Haruken-Burugu a été séparé de sa garde parce qu'ensemble ils ont un naine collectif. Si tu ne sais pas ce qu'un naine collectif est la puissance, relis les scans. Et quand tu as un naine collectif, c'est devenu quasiment, et l'auteur le dit dans un pancarte, c'est la plus grande puissance de naine qu'on ait jamais vue. C'est au-dessus de God, mais personne n'en parle. Moi j'ai fait des vidéos là-dessus, mais personne n'en parle. Il a été séparé parce qu'en fait il a besoin d'être avec ses gardes pour ça. Quel est le plan de Luzuru? Je te le fais pas dire. Quelle est aujourd'hui la plus grande menace sur le prince Wabble? Est-ce que tu t'es remémoré que la deuxième prince, elle avait tout un tas de gardes qu'on nommait les infréquentables et qui étaient capables aujourd'hui, s'ils pensaient fort à une personne, de la maudire? Et qu'ils ont choisi, par un stratagème qui t'expliquait sur 4 ou 5 pages, que c'était le prince Wabble qui était pris pour cible. Il y a énormément d'intrigues comme ça. Énormément d'intrigues. C'est une guerre de l'information. On est sur un bateau où les gens ne connaissaient pas l'existence de Nen. Il y a eu un statu quo à cause de Kurapika qui a fuité sur l'existence du Nen. Morena est en train de foutre un bordel monstre. Tserenich doit rechercher Morena, et en fait, tu as appris pendant des scans que s'ils avaient des problèmes entre eux, la mafia, ils avaient une certaine règle pour régler les problèmes entre eux, et Morena s'en bat les couilles. Elle a lâché un véritable virus sur le bateau. En fait, elle a embrassé une vingtaine de personnes. Ceux-ci sont au niveau 1, et plus tu tues de personnes, plus ils montent de niveau. Tu tues une personne, tu montes au niveau 2, tu tues 2 personnes, tu montes au niveau 3, etc. Et en fait, à partir du niveau 10, ils apprennent une capacité de naine, et à partir du niveau 50, ils sont eux aussi capables de refaire une arbre de naissance, c'est-à-dire de rembrasser 20 personnes pour pouvoir les remettre au niveau 1. Ce qui fait que c'est un véritable virus qui est en train d'être sur le bateau, et qui vont faire que les gens vont se pousser à s'entretuer les uns les autres. Et c'est déjà le cas, puisqu'on a Misai Storm qui dit que dans le bateau commence déjà à y avoir des révoltes. Et si tu as un petit peu lu les histoires de traversées, j'en parle beaucoup du livre de Magellan, à l'époque, quand il y avait des traversées, ça se barrait en mutinerie 1 fois sur 3. 1 fois sur 3, ça se barre en mutinerie, et je pense que c'est ce que veut expliquer l'auteur d'Hunter x Hunter Togashi. Voilà où on en est aujourd'hui. On n'a toujours pas de trace d'Hisoka, mon pote. Avant de voir le continent maudit, il y a Hisoka. J'ai fait une énorme vidéo sur Hisoka. J'ai le mort là jusqu'à 10 000 vues, alors que je te raconte un petit peu toute la genèse et la création de ce personnage qui passe un petit peu de Deus Ex Machina à humain. C'est juste ça. Je te mettrai un lien si tu veux le voir. Mais c'est tout ça. La suite d'Hunter x Hunter, c'est tout ça. Les 10 prochains scans, c'est tout ça qui fait que moi je suis impatient
de voir la suite qui va très certainement nous être proposée, je pense, à la fin de l'année. Si t'attends le Dark Continent, si t'attends les 5 calamités, si t'attends le père de Jean, t'attends quoi exactement en fait? Parce que sur tout ce que l'auteur a construit, t'es hors du cadre. Donc il va y avoir une très grosse clim, il va y avoir une grosse hype. Ça va être énorme, les gens, ouais, retour d'Hunter, nanana, Dark Continent, ça va être trop bien. Oh là là, Jean, nanana, nanana. Lisez les scans, frérot. Lis les scans, et dis-moi ce que t'en penses. Et les scans, c'est un autre manga. C'est un autre manga. Et faudra pas aller après dire... l'auteur ne donne rien. Mis à part le personnage de Tserenich qui est un peu charismatique parce qu'il monte très vite en puissance, etc., l'auteur ne donne rien. Tu n'as rien. T'as pas un seul combat. T'as pas un seul pouvoir simple. T'as 10 pages qui sont données parce un mec, pour reconnaître si les autres ont du naine, il a fait une petite abeille en naine. Et donc, comme les utilisateurs de naine peuvent voir le naine, si l'abeille elle est à côté de ton oreille et que ça te fait chier, c'est que t'as le naine. On en est à là. Dans l'analyse du naine et des personnages. Il y a toute une nouvelle classification aussi dans le naine. Ça, personne n'en parle. Mais en fait, maintenant, tu as des cases. Tu peux être de la matérialisation et par exemple, dans la manipulation, tu as une manipulation permanente, semi-permanente. C'est-à-dire, tu vas manipuler quelqu'un mais lui laisser son libre arbitre, ou tu vas manipuler quelqu'un sans lui laisser son libre arbitre. Et ça a des répercussions et des conditions différentes. Donc, c'est 2 types de manipulateurs différents. Pour la matérialisation, tu as aussi ce choix-là. Est-ce que tu matérialises quelque chose que les non-utilisateurs de naine vont voir, ou est-ce que tu matérialises les choses que les non-utilisateurs de naine vont pas voir? Si tu matérialises quelque chose que les non-utilisateurs de naine peuvent ne pas voir, il y aura moins de puissance, parce qu'il y a moins de contraintes. Par contre, si tu matérialises quelque chose que tout le monde peut voir, et ben dans ce cas-là, ton naine sera beaucoup plus puissant, parce qu'en fait, tu as une contrainte. Tu peux pas attaquer les gens parce qu'ils peuvent voir, en fait, le truc. Et t'as un développement comme ça sur le naine qui est hyper poussé, mon pote. Ça va hyper loin. C'est pire qu'une arborescence de jeux vidéo quand tu dois faire tes statistiques pour choisir un peu tes pouvoirs. Ça va très, très, très loin. Et ça, il n'y a aucune vidéo qui en parle. Aucune vidéo en parle. Aucun fan n'en parle. Parce que c'est indigeste. C'est indigeste. Mais c'est ça. C'est ça le vrai Dark Continent, c'est cette histoire, le Dark Continent. C'est cette histoire l'inconnu, c'est cette histoire l'inaccessible. C'est ces pavés-là, là, une page de texte, comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? C'est ça, le vrai esprit d'Hunter x Hunter. C'est pas aller courir derrière des Dark Continents, ou des 5 calamités, ou du grand-père de Jean qui aurait un livre, tout ça. C'est accessible, c'est facile, c'est de la poudre aux yeux. Désolé. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. J'ai dit que le Dark Continent, c'était cette histoire opaque, sombre et inaccessible qu'était le Black Wall et les 13 princes de Kakin. Ça te va, Siri? Ça lui va. Les gars, on fera d'autres vidéos, bien sûr, pour revenir sur l'intégralité de ces points. On va voir tout ça ensemble, les gars. Profitez bien. Fêtons ça aussi ensemble, parce que c'est cool. C'est Hunter x Hunter, c'est la vida. Mais attention à la clim qui va arriver. Parce que, voilà. Lisez les scans.